quel génie civil pour relever les défis du milieu du siècle. Voilà, donc vous allez voir un vaste panorama sur toutes les problématiques de matériaux, d'ouvrages d'art, d'organisation de la ville, et donc une introduction vraiment exceptionnelle pour vos études à l'école des Ponts et Chaussées. Un grand merci Henri pour avoir préparé, pour avoir proposé cette leçon inaugurale. Je laisse la parole. Merci. Bien, alors ces introductions sont toujours trop gentilles. La meilleure manière de garder les pieds sur terre, c'est de rentrer à la maison et puis raconter à votre époux ou votre épouse ou votre compagne, compagnon, ce qui a été dit sur vous. Et là, et vos enfants aussi. Et là, tout le monde se marre et ça vous remet en place. Voilà. Bien. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas ce avec quoi j'ai commencé ma carrière. C'est quelque chose que j'ai découvert au fil des années, au gré des opportunités qui se présentent et qui, maintenant, je pense, est vraiment au cœur de ce sur quoi il faut réfléchir. Alors, par rapport au titre, il y a deux mots sur lesquels je voudrais donner quelques explications pour commencer, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Le premier mot, ou l'ensemble de mots, c'est génie civil. Alors, disons, s'il y a 15 ans, j'avais demandé la question que représente le génie civil pour vous, on aurait sûrement sorti une image d'un grand ouvrage, alors que ce soit un viaduc comme ce dont on parlera certainement demain, mais pas seulement de ça, ou bien par exemple le barrage des Trois Gorges en Chine. Alors moi, ce que je vais vous proposer comme définition du génie civil, c'est un peu plus large que ça, parce que c'est de ça dont je vais parler. C'est une définition qui pose la question de quoi a-t-on besoin matériellement pour vivre correctement ensemble. Alors pour vivre ensemble, on a besoin de tas de choses immatérielles. On a besoin de lois, on a besoin d'un cadre juridique, on a besoin de choses de bon sens comme la politesse, le respect des autres, et puis on a besoin de tas de choses matérielles qui rendent le contact et les échanges possibles. Ma définition du génie civil, je pense que elle n'est pas loin d'être ce qui correspond à la réalité d'aujourd'hui, c'est tout ce qui dans le monde matériel rend le vivre ensemble possible. Deuxième mot sur lequel, ou ensemble de mots sur lesquels je voudrais donner des précisions et réfléchir, c'est pourquoi milieu du siècle et pourquoi pas fin de siècle. Quand on parle de génie climatique, en général, de changement climatique, en général, la référence qu'on met en avant, c'est que va-t-il se passer à la fin du XXIe siècle. Bon, mon sentiment, c'est que le milieu du siècle est peut-être plus que la fin du siècle, un tournant dans notre évolution. Il y a plusieurs raisons à ça. Carmel a déjà introduit d'ailleurs. La première, c'est la démographie. Si vous regardez les projections anciennes et actuelles de la population mondiale, par exemple au niveau des Nations Unies, vous voyez que si vous avez regardé ça il y a 15 ans, mais sans aucun doute, tout le monde se sera accordé sur une projection qui était proche de la courbe rouge sur ce graphique, avec une évolution qui, à la fin du siècle, nous amenait allègrement au-delà des 10 milliards d'individus sur Terre. Ce qui s'est passé, et ce que les démographes, ils le reconnaissent, n'ont pas vraiment vu venir, c'est que partout dans le monde, à l'exception de l'Afrique subsaharienne, le taux de natalité a commencé à dégringoler de manière faramineuse. Ce qui fait que plus ça va, plus les démographes s'accordent à dire que la réalité, ça c'est la projection d'il y a 1 an des Nations Unies, la réalité pourrait bien se rapprocher de la courbe verte. Autrement dit, de la courbe verte, ou quelque part entre la courbe verte et la courbe orange. Ça veut dire que, selon les estimations actuelles de la plupart des démographes, eh bien, l'humanité pourrait bien connaître son pic démographique vers le milieu du siècle. Et qu'il est très possible qu'à la fin du siècle, nous soyons moins nombreux que ce que nous sommes actuellement. Ça veut dire que la pression sur la demande sur les infrastructures et ce que le génie civil peut apporter pourrait bien être maximale vers le milieu du siècle. Alors, cette augmentation de la démographie ne va pas se produire de manière homogène, bien entendu. Chez nous, on est plutôt sur une tendance à la baisse, pas en France, mais dans d'autres pays européens.
ça va se passer dans des pays essentiellement l'Inde et le Nigeria, et d'autres que vous voyez. Deuxième tendance, Carmel a également mentionné, et dont vous entendez parler en permanence, c'est l'urbanisation. Alors l'urbanisation bien organisée comme elle peut se faire au Japon, ou un peu plus sauvage comme elle peut se faire à Haïti par exemple, ou au Mexique, à Mexico. Alors le pic de population rurale, il a été déjà atteint avant les années 2010. Et on s'accorde à dire que voilà, l'évolution de la population urbaine, c'est quelque chose qui va ressembler à la courbe rouge qui est sur ce graphe. Alors, ça veut dire qu'actuellement déjà, on est à plus de 50% urbain au niveau mondial. La France, en principe, est au-delà de 80%, même si c'est quelque chose qui est débattu, parce que quand on regarde la réalité des choses en France, on voit que la plupart une bonne proportion des urbains vivent en fait dans des villes qui sont de gros villages. Donc ça se discute. En revanche, au niveau mondial, ça ne se discute vraiment pas, puisque une personne sur deux qualifiée d'urbaine vit dans une ville de plus de 500 000 habitants. 500 000 habitants, c'est une vraie ville. Okay, et qu'un urbain sur 8 vit dans une de ces 28 mégacités, dont Tokyo, Bombay ou d'autres sont des archétypes, et dont la projection dit que ces villes-là, ces gigantesques, seront probablement 40 au moins en 2030, ce qui est demain. C'est vraiment très très proche. Alors la ville a des bons côtés et des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que vous avez accès à de la culture, à des services, à de l'administration. La ville attire les gens attractifs. Elle concentre les institutions de recherche, les institutions d'enseignement supérieur. En général, malgré le coût de la vie plus élevé, les salaires sont encore plus élevés en ville. Donc là, c'est intéressant d'y habiter. Il y a des mauvais côtés aussi, bien sûr, puisque la ville concentre en général un taux de crime plus important que les espaces ruraux. Les maladies s'y propagent plus rapidement que dans les espaces campagnards. Et la ville est sous perfusion permanente. La ville est actuellement, en tout cas, quelques rares exceptions près, mais qui sont des choses qui coûtent très cher, est actuellement incapable d'assurer elle-même ses ressources en nourriture notamment et en énergie. Il y a des gens qui sont intéressés à l'évolution, aux lois d'échelle, en physique on appelle les lois d'échelle, l'évolution de toutes les caractéristiques de vie d'une ville avec leur taille. Et notamment Louise Bettencourt et Jeff West, qui sont tous deux chercheurs au Los Alamos Laboratory et à l'Institut de recherche Santa Fe au Nouveau-Mexique. Ils ont abouti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, à un graphe de ce type-là dans lequel vous avez dans une échelle log-log l'évolution par rapport à une moyenne de différents paramètres. Alors ils en ont choisi 4 pour faire ce graphe. Le taux de criminalité, le produit intérieur brut, le revenu moyen et le nombre de brevets pris par la ville. Et ce que vous voyez, c'est que tout ça se met en échelle log-log sur une courbe, sur une droite, qui est remarquable, avec un écart entre la plus petite ville et la plus grande, qui fait 4 décades. Donc il y a vraiment un très très grand écart. Alors là, ce que moi j'ai rajouté, c'est la droite en noir continue et la pente 1. Alors la pente 1, c'est, si vous avez posé la question, ça aurait été la réponse probablement qui serait venue spontanément, à savoir, si vous doublez la taille de la ville, donc vous avez 2 fois plus de crimes, vous produisez 2 fois plus de brevets, etc. En fait, ce que vous voyez, même si ce n'est pas tellement évident, mais ils ont bien vérifié les choses, ils ont vérifié la valeur statistique du résultat, c'est que la pente est un peu supérieure. En gros, chaque fois que vous doublez la taille d'une ville, vous avez 15% de productivité, entre guillemets, en plus. Donc vous produisez plus de brevets, vous gagnez 15% de plus, mais vous faites aussi 15% de crimes en plus. Donc tout est sur une voie d'échelle qui est quasiment insensible à la métrique qui vous intéresse, que ce soit le taux de criminalité ou le nombre de brevets. Et cette chose-là est assez difficile à expliquer à l'heure actuelle, c'est un vrai sujet de recherche. Et en tout cas, c'est important parce que ça vous dit qu'une ville plus la ville est grosse,
plus quelque part elle est efficace sur tout, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'à côté de cet aspect très attractif de la ville, il y a des aspects qui sont vraiment le bon, la butte et le truand. Du côté truand, il y a pratiquement pour 1 milliard de personnes sur Terre, la ville, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'attractif. Mais malgré ça, les urbains continuent à fuir. Un troisième élément à prendre en compte dans le fait que c'est quelque part au milieu du siècle que ça va se passer, que la pression sera maximale, c'est qu'en fait, même si ça peut paraître étonnant pour nous qui vivons dans un pays où on est plutôt morose à l'heure actuelle, globalement, le monde s'enrichit à vive allure. Alors, dans la décennie 2000-2010, le taux de croissance mondiale était d'environ 3,6%. Alors, si vous avez lu le best-seller de Thomas Piketty, vous avez vu qu'en fait, des taux de croissance de cet ordre-là, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de l'humanité. Avec un taux de croissance de 3,6%, vous faites le petit calcul, vous doublez votre richesse pratiquement en 10 ans. Ça ne s'est jamais vu. Les taux de croissance historiques depuis Jésus-Christ jusqu'au début du 19e siècle, c'était plutôt des taux de croissance de 0,1%. C'est ça qui est la chose normale. Les trois taux de croissance que nous connaissons actuellement depuis, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale sont des choses totalement exceptionnelles. Ce qui fait que la fraction de la population, qui était jusqu'à présent la fraction majoritaire de la population, qui était la fraction pauvre, est en train, relativement, de diminuer au profit d'une fraction qu'on va qualifier de classe moyenne. Ça, c'est l'évolution observée et puis projetée du revenu global de la planète pour les 32 pays de l'OECD et puis pour les deux monstres que sont la Chine et l'Inde et puis pour les autres pays. Et ce que vous voyez, c'est que le 13 c'est 2016, donc ce que vous voyez, c'est que d'ici une dizaine d'années, la richesse mondiale, même si ça ne se traduit pas forcément par une observation réelle chez nous, la richesse mondiale va vraiment augmenter et la fraction de ce qu'on peut qualifier de classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui, alors ça dépend, il n'y a pas vraiment de définition stricte de ce qu'on appelle la classe moyenne, mais si vous regardez à nouveau des sources comme l'OECD ou les Nations Unies, ça va chercher quelque part entre 10 000 et 30 000 dollars par an. Mais cette fraction-là va fortement augmenter, ce qui fait que vers le milieu du siècle, même avant, vers 2030, il y aura un changement radical qui va se passer, à savoir que d'une population mondiale qui était essentiellement pauvre, on va passer à une population mondiale qui est essentiellement classe moyenne. Avec tout ce que ça implique comme exigence de qualité de vie, d'infrastructure, de services, de possibilités d'achat. La différence entre une classe moyenne et une classe pauvre, c'est que la classe pauvre vit au jour le jour, elle satisfait ses besoins. Une classe moyenne se projette dans l'avenir, elle peut faire des emprunts, mais elle a des projets, et elle devient beaucoup plus exigeante. Alors, donc voilà, c'était une longue explication sur le fait que peut-être que le milieu du siècle est, pour tout ce qui touche au génie civil, le vrai moment où il faudra relever les défis. Après, ça devrait s'améliorer. Alors, quels sont les défis qu'il s'agit de relever? Il y a bien sûr des défis essentiels, mais qui ne sont pas vraiment prioritaires pour le génie civil et la construction des infrastructures. Par exemple, le défi de la santé. Par exemple, le défi de la nourriture. Alors, la santé, c'est, bon, même si la manière dont on construit nos villes, nos aéroports, nos gares, notre espace de vie influence fortement la manière dont nous vivons, notre qualité de vie, notre qualité de santé, la manière dont les maladies se propagent, le génie civil n'est pas en première ligne. Pour la nourriture, c'est à peu près vrai aussi, bien que, par exemple, dans le département où j'ai passé les 3 dernières années, au MIT, département génie civil du MIT, il y a maintenant un axe de recherche qui est proposé aux élèves qui concerne la sécurité alimentaire mondiale. Donc, le génie civil aussi a quelque part un rôle à jouer dans ce domaine. Et un autre domaine dans lequel le génie civil est bien plus, et la construction est bien plus en première ligne, c'est tout simplement la satisfaction des besoins en habitat. Il y a en gros 2 milliards de personnes de plus à loger. Il y en a 2 milliards qui sont mal logés, qu'il faudra bien loger.
Il faudra satisfaire ce besoin-là. Alors, on vit dans un pays où on a l'impression que la construction en parpaing, le parpaing de ciment ou le parpaing de terre cuite, est le mode de construction universel. C'est évidemment complètement faux. C'est même assez typique de notre pays. Et quand on regarde au niveau mondial, la manière dont on construit l'habitat individuel ou l'habitat collectif de taille modeste a peu de choses à voir avec la construction en parpaing qui est si répandue chez nous. La construction en béton a pris un essor fantastique en Chine, avec des aspects qui sont, mon Dieu, fortement discutables dans certains cas. Alors, pour être honnête, je pense que certains d'entre vous, peut-être beaucoup, ont déjà été en Chine. La photo qui est là est une photo qui a dû être prise, à mon avis, il y a une quinzaine d'années. C'est l'époque où la Chine entamait son développement exponentiel et où ils se sont mis à construire des habitats collectifs à très très grande vitesse, de mauvaise qualité, en sachant que c'était de mauvaise qualité et en sachant que 20 ans plus tard, il faudrait démolir ou réaménager pour rendre ça plus correct. C'est en train de changer. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau mondial, d'autres modes de construction, notamment le mode de construction en bois, ont beaucoup d'importance. En Amérique du Nord et en ex-Union soviétique, c'est le cas depuis longtemps. Ça permet de construire vite des habitats qui sont, ma foi, très confortables. Ça, c'est une image qui a été prise à Vancouver. Un immeuble comme celui-là se construit en moins de 2 mois. Donc c'est très rapide et c'est très confortable. Ça permet de construire, et ça nous étonne un peu, mais dans ces pays-là, c'est pas du tout étonnant, ça permet de construire des choses qui chez nous seraient évidemment en béton. Typiquement un immeuble de 5-6 étages. Ben non, ça se construit très facilement et tout aussi rapidement en bois. On va même jusqu'à proposer, certains vont même faire proposer que certains gratte-ciels, c'est bien sûr une boutade, mais c'est à peine une boutade, que certains gratte-ciels pourraient être construits par des mélanges de béton et de bois. Bien sûr, pas l'Empire State Building, en tout cas sous sa forme que vous connaissez. Il y a d'autres choses qui sont étonnantes et qu'il faut garder en tête. C'est que par exemple, au niveau mondial, on a à peu près 2 milliards de personnes qui vivent dans des habitats en terre crue, autrement dit en sol. Vous prenez le sol ou le sous-sol sur lequel vous êtes, vous le compactez, ou vous en faites une brique que vous laissez sécher au soleil, et vous pouvez construire avec ça. Et ça représente, je le répète, environ l'habitat normal pour 2 milliards de personnes sur la Terre. Et ça permet de faire des choses étonnantes. Alors les champions en la matière, en tout cas historiquement parlant, ce sont les Yéménites, avec notamment la ville de Chiban, qui là est une image après restauration, qui est évidemment une ville classée au patrimoine mondial de l'humanité, dans laquelle on trouve des immeubles en terre, sans 1 gramme de ciment mélangé à la terre, qui font 7 à 8 étages de haut. Alors bien sûr, les murs sont très épais, d'autant plus épais qu'on est proche du sol. Les fenêtres ne sont pas très grandes, les portes non plus, mais ça a été fait. Voilà, une image un peu plus agrandie qui vous permet d'évaluer les choses. Si vous vous êtes baladé au Maroc ou en Afrique de l'Ouest, vous avez tous vu ces énormes casbahs, qui sont des constructions en terre crue. En Afrique de l'Ouest, comme ici au Mali, il y a des mosquées totalement en terre, sans 1 gramme de ciment, qui sont merveilleuses du point de vue architectural. Et même dans un pays comme le nôtre, on estime qu'à l'heure actuelle, il y a encore à peu près 1 200 000 maisons en terre crue. Maisons ou petits châteaux, comme ceux que vous voyez là, en particulier dans l'Isère et dans le Dauphiné. Alors ça a été très en vogue au XIXe siècle. Même le cœur historique de Lyon contient des immeubles de 7 à 8 étages construits totalement en terre compactée. Alors pourquoi ça tient? Bien parce que tout compte fait, la terre crue, ça ressemble à un béton. Il y a des gros granulats, des graviers, il y a du sable, et puis il y a la partie liante qui est l'argile, qui, quand tout ça est bien compacté, grâce à des forces de capillarité ou des forces de Van der Waals, assure la cohésion.
Et ça reconnaît un regain d'intérêt à peu près partout dans le monde qui est assez étonnant, en particulier par exemple en Inde, où pour la résistance aux pluies torrentielles de la mousson, en général on ajoute de 5 à 10% de ciment, on fait ce mélange, on met ça dans une presse manuelle, on sort un bloc de terre compacté qui ressemble à une brique ordinaire, mais qui n'a pas été cuite, et ça permet de faire des maisons qui, ma foi, sont des maisons tout à fait attractives. On peut faire le même type de construction sans faire des briques, avec un coffrage du même type de celui qu'on emploie pour faire des constructions en béton. Simplement, on utilise le coffrage pour verser de la terre et la compacter, et éventuellement des éléments préfabriqués, comme ceux que vous voyez en dessous à droite, qui est un des éléments préfabriqués que Herzog et Demeron, deux architectes disons de haute volée suisse, ont utilisé pour construire le dernier bâtiment de la société Ricola, les bonbons Ricola, qui a besoin de dispositifs, d'endroits de stockage de leurs herbes aromatiques qui soient parfaitement régulés thermiquement et hydriquement, et la terre correspond à ces critères. Les architectes modernes s'y sont mis. Il y a des maisons qui, ma foi, je pense que vous ne refuseriez pas d'habiter, comme celle-ci par exemple, dans le sud des États-Unis. C'est un centre pour la jeunesse en Allemagne, si je ne m'abuse. On peut multiplier les exemples. Ça, c'est un exemple qui a été construit à Rennes, avec un mélange de béton et de terre crue. Cette façade-là est en terre crue. Et puis, il y a des choses étonnantes aussi. Certains se sont dit, pourquoi pas appliquer à la construction en terre crue les techniques qu'on utilise actuellement pour la construction en béton. Autrement dit, des techniques qui permettent de couler la terre et de la laisser sécher, comme on coule le béton et on le laisse durcir à l'heure actuelle, éventuellement en ajoutant des dispositifs, des additifs, polymères qui contrôlent la rhéologie, la fluidité du mélange. Et ça a été fait notamment en Corée du Sud. Vous voyez ce type de maison qui a 95% de la terre, à 5% de la chaux. Et ma foi, le résultat est assez étonnant. Donc gardons en tête que la satisfaction de cet énorme besoin en habitat individuel ou collectif qu'on va avoir à satisfaire, il peut être satisfait de manière autre que ce que nous pratiquons chez nous de manière quasi universelle. Deuxième grand défi à satisfaire, bien entendu, vous vous y attendez, j'imagine, c'est l'énergie. Pourquoi ? Parce que cette augmentation de la population, ce développement du niveau de vie au niveau mondial, va de pair avec un besoin accru en énergie. Et même si nous-mêmes, nous sommes déjà sur la tendance de garder le même niveau de vie, ou même de l'augmenter, tout en réduisant nos besoins énergétiques et nos émissions, pour une grande partie de l'humanité, ils n'en sont pas encore là. Et pour satisfaire leurs besoins, ils auront besoin de plus d'énergie. Alors à l'heure actuelle, l'humanité vit à un rythme de dissipation d'énergie de 15 terawatts. Vous divisez ça par 7,5 milliards d'habitants, ça veut dire que tout se passe comme si chacun de nous sur Terre vivait en permanence avec 4 halogènes de 500 watts allumés en permanence. C'est à peu près ça qu'on consomme à l'heure actuelle. Alors nous, on est sur la baisse, on fait des économies d'énergie, une raison sur laquelle je reviendrai, mais une bonne partie de l'humanité en est encore à avoir une ampoule de 100 watts allumée. Et je voudrais bien passer au stade où ils ont deux halogènes de 500 watts, ou peut-être 3, ou peut-être 4 comme nous. Donc il va falloir satisfaire ça. Alors 15 terawatts, ça paraît énorme. En fait, quand vous regardez ce que ça représente par rapport à ce que le Soleil nous envoie, c'est pas grand-chose. 15 terawatts, ça pourrait être satisfait par des champs photovoltaïques avec des technologies actuelles de 10%, qui couvriraient les 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carrés que vous voyez sur la carte mondiale. Ces 6 surfaces-là, avec un rendement de 10%, ça produirait 15 terawatts. Donc ça remet les choses en place. 15 terawatts, c'est gigantesque, mais rapport à ce que le Soleil nous envoie et ce que le Soleil dissipe en quelque sorte, parce que cette énergie-là, elle n'est pas renvoyée vers l'espace, elle sert à réchauffer l'atmosphère, c'est peu de choses. Alors,
Ce que vous savez aussi, bon, je vais aller vite, hein, parce que c'est probablement des choses que vous connaissez très bien. Si vous regardez ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie que vous payez, qu'on vous facture, que vous utilisez réellement, bien, force est de constater qu'à l'heure actuelle, les énergies que nous utilisons vraiment sont encore des énergies fossiles pour une très grande partie, typiquement 70%. Le biofuel, la partie verte sur ce graphe-là, c'est essentiellement du bois. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de l'humanité se chauffe et cuisine encore au bois. Mais le pétrole, les produits pétroliers de manière générale, occupent la part du lion. Il y a le charbon qui occupe une petite part, en particulier en Chine. Si vous avez été dans un restaurant en Chine, dans une zone rurale, vous avez probablement été surpris en train de manger un excellent plat de légumes cuits au wok. Vous avez tout d'un coup senti passer une bouffée de gaz sulfureux. Tout simplement, c'est parce que le chef du restaurant cuisine encore au charbon. C'est extrêmement fréquent. Alors, ces produits pétroliers, à nouveau, quand on prend du recul, ben, on sait bien que par rapport à la durée de vie de l'humanité passée, qui est une durée de vie réelle, et celle qu'on peut peut-être espérer pour le futur, ça va représenter une très belle illustration de ce qu'on appelle les fonctions directes. Ça ne représentera pas grand-chose. N'empêche que, pour l'instant, on est collé dedans et il s'agit d'en sortir. Quand on passe à ce qu'on appelle l'énergie primaire, la vision est un peu différente. L'énergie primaire, ce n'est pas ce que vous payez, c'est ce qui a été utilisé pour produire l'énergie sous laquelle vous l'utilisez. Donc, par exemple, vous utilisez des kilowattheures d'électricité, ça c'est l'énergie finale, mais il y a l'énergie primaire derrière, c'est quoi? C'est l'énergie thermique qui provient d'une centrale nucléaire, qui provient d'une centrale au charbon. Et le passage de l'énergie primaire à l'énergie finale, ben, c'est le rendement du dispositif. Et en particulier dans le cas des centrales à charbon ou des centrales nucléaires, le passage n'est pas très bon, parce que le rendement est de l'ordre de 30%. Donc il nous faut 3 fois plus d'énergie primaire pour faire une unité d'énergie finale. Donc là, les choses prennent une allure un peu différente, et le charbon en particulier prend une partie beaucoup plus importante, en particulier parce que des pays comme la Chine et l'Inde produisent leur électricité essentiellement à partir de centrales à charbon. Le gaz aussi prend de l'importance, parce que beaucoup de centrales, et ce sont d'ailleurs les centrales les plus performantes en termes de rendement, fonctionnent au gaz. Et puis il y a la partie renouvelable qui est encore petite, mais qui augmente à toute vitesse. Alors où ça va se passer, cette augmentation d'énergie qui est malgré tout inéluctable, hein, si on veut satisfaire les désirs de cette énorme partie de l'humanité qui est encore en développement, ben, il faut bien admettre que à côté de nous, les 32 pays développés de l'OECD, il y a la Chine qui doit encore se développer. Il y a encore une bonne partie de la Chine qui n'a pas atteint le stade des villes de l'Est du pays. Il y a l'Inde, il y a le reste, enfin, d'autres pays du reste du monde dont nos besoins en énergie vont fortement augmenter. Alors, ça s'entraîne, bien entendu, et malgré tout ce qu'on entend dire sur les efforts qui sont faits, la réalité des choses, c'est que selon toute vraisemblance, malheureusement, les émissions de CO2 vont continuer d'augmenter. Alors, pas pour les pays, les 32 en question, les pays développés, on est déjà sur la baisse, on arrive à vivre aussi bien ou peut-être mieux en réduisant les émissions de CO2 et en contrôlant nos besoins d'énergie. La Chine n'est pas loin du maximum, sans doute. D'ici 5 ans, ou peut-être même avant ça, ils atteindront leur pic de consommation d'énergie et de production de CO2 et ils commenceront à baisser. Mais les autres, avec un certain délai d'autant plus retardé que le développement est à un stade précoce, le délai va continuer à augmenter jusqu'à ce que finalement tout le monde entre dans cette phase qui est la nôtre actuellement. Alors, il ne faut pas se leurrer, je pense que vous le savez aussi, il ne faut pas trop vite être fier de nous, parce qu'il faut bien admettre que la diminution de nos émissions de CO2, en grande partie, elle est due au fait que nous avons externalisé tout ce qui était sale chez nous. La production d'acier, la production de tabac que nous consommons, on l'a mise ailleurs.
on l'a mis sur le compte des autres, sur le dos des autres. Si un jour une taxe carbone sérieuse se mettait en place, la meilleure manière de rendre justice à la vérité des choses, ça serait de ne pas taxer les émissions de CO2, mais de taxer les consommations de CO2. Autrement dit, il ne s'agirait pas de taxer à mort la Chine parce qu'elle émet beaucoup de CO2, mais il s'agirait de nous taxer, nous, parce que nous achetons des biens et nous consommons des biens produits en Chine de manière pas forcément propre. C'est bien sûr des questions qui sont forcément en débat, mais qui font réfléchir. Alors, deux mots en particulier sur le charbon, parce que je disais que la Chine probablement va commencer à diminuer ses émissions de CO2 d'ici quelques années. Et en fait, il y a un article très intéressant de 4 auteurs, dont un des auteurs est Nicolas Stern, le fameux Nicolas Stern qui a été le premier à oser chiffrer le coût du changement climatique. Cet article est paru en juillet de cette année-ci, qui prétend que la Chine est en fait déjà entrée dans la phase de décroissance, au moins d'utilisation du charbon. Et c'est vrai, on a entendu ces jours-ci à la télévision des interventions qui disaient que la Chine est en train de fermer à tour de bras les centrales à charbon ou à remplacer de vieilles centrales peu efficaces avec de nouvelles centrales au charbon avec des rendements nettement meilleurs. En tout cas, il n'y a pas longtemps, la Chine, le charbon était omniprésent en Chine. Si vous avez la chance d'aller à Shanghai, au bord de la partie moderne de la ville, ben vous avez vu que sur la rivière Huangpu, c'est un défilé continuel de barges qui sont à la limite de la flottaison et qui sont chargées jusqu'à la gueule de charbon pour alimenter les centrales. Alors le charbon, comme beaucoup de commodités de base, comme l'acier, le ciment, en général suit une courbe de ce type-là. Si vous portez la consommation ou la production en fonction de la richesse du pays, vous voyez que ces biens de base, qui sont des biens dont la production est très émettrice de CO2, ces biens suivent une courbe, cette production suit une courbe ascendante, passe par un maximum et puis décroît quand le pays devient très développé et plus riche. C'est vrai notamment pour le charbon, et c'est vrai pour plein de pays. Là, par exemple, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a connu son pic de production en charbon relativement tôt, en 1956. Et au-delà de ce pic, malgré la baisse de production de charbon et la baisse de production de CO2 qui l'accompagne, le pays a continué à s'enrichir. Si vous regardez les États-Unis, c'est beaucoup plus récent. Le maximum de production, de consommation de charbon en fonction de la richesse a été atteint seulement en 2007. Vous voyez que la baisse, elle est vraiment brutale. Alors, cette baisse-là, c'est quoi? C'est le gaz de schiste. Une partie importante des centrales au charbon américaines sont passées au gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est essentiellement du méthane. Par rapport à charbon, qui est du carbone pur, qui ne peut produire que du CO2 en brûlant. Le méthane, c'est 4 atomes d'hydrogène pour 1 atome de carbone. Donc la combustion d'une molécule de méthane produit nettement moins de CO2, c'est plus de vapeur d'eau que la consommation d'unités d'anthracite. Alors il y a un prix à payer, bien entendu. La production du gaz de schiste, c'est quelque chose qui imite le paysage, comme vous voyez sur cette image qui a été prise au Texas. Alors il ne faut pas se leurrer. Donc ça, c'est une image de production d'un site de production de gaz de schiste, avec tout le génie civil qu'il y a derrière, pas forcément glorieux, mais si vous prenez une image aérienne d'un site de construction d'éoliennes terrestres de chez nous, au moment où elle est construit, l'image n'est pas très très différente, parce qu'il faut amener en moyenne 500 mètres cubes de ciment, de béton par éolienne. Il y a toute une infrastructure à construire. Après, on remet le paysage dans l'état, ça ne se voit plus, mais au moment de la construction, ça y ressemble. Alors la Chine, pour revenir à cet article-là, est peut-être à son maximum de production, de consommation de charbon à l'heure actuelle. Alors ça ne se voit pas bien sur la courbe, mais les auteurs de l'article rassemblent un tas d'indices qui disent que peut-être le pays est en train de passer de l'autre côté, pour des raisons essentiellement politiques, avec un régime, disons, aussi autoritaire que le régime chinois. Quand quelque chose se décide, ça se met en place assez rapidement.
c'est beaucoup plus rapide que dans les sociétés démocratiques comme les nôtres. À nouveau, peut-être un élément qui nous permet de rester modeste par rapport à ce qu'on a entendu, notamment à l'époque de la COP21 chez nous. Quand on regarde l'effort des pays développés par rapport aux pays en développement dans le domaine des énergies renouvelables, eh bien le bond et la brute ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Voilà par exemple les investissements en énergie éolienne pour quelques pays. Vous avez le Danemark ici, c'est un pays avec peu d'habitants, qui fait un petit effort, mais un effort relativement important par rapport au nombre d'habitants. Et ce que vous voyez, c'est que le pays qui fait le plus d'efforts au niveau mondial, sans aucun doute, c'est la Chine. Et ça a été relativement peu dit par rapport à ce que nous entendons par rapport à nous-mêmes. Et c'est vrai non seulement pour l'éolien, mais c'est vrai pour toutes les énergies renouvelables. Si vous comparez les investissements en énergie renouvelable dans les pays développés, c'est le vert foncé ou le vert franc. Aux investissements dans les pays en développement, c'est le vert clair. Vous voyez que, en fait, nous, on est plutôt sur une courbe descendante. Jusqu'en 2014, on était en train de diminuer. Il y a un petit ressaut, là, on est en train de se reprendre, mais c'est tout juste. Alors que les pays développés, les pays en développement, pardon, eux sont sur une courbe qui est quasiment une courbe exponentielle. Donc, gardons la tête froide, restons honnêtes dans notre évaluation de ce qu'il faut. Alors, derrière tout ça, bien sûr, il y a beaucoup de génie civil et il y a un effort qui doit être augmenté. Toujours dans le même article, voilà les prédictions de ce qui se passe pour en revenir au niveau charbon. La courbe sur laquelle on est au niveau mondial de baisse d'utilisation du charbon, c'est celle-là. Comme le charbon est vraiment la bête noire pour la production du CO2, si on veut satisfaire notre objectif de moins de 2 degrés d'augmentation, la courbe sur laquelle il faudrait être, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Il faudrait brutalement diminuer la consommation mondiale en charbon selon cette évolution. Donc on en est loin à l'heure actuelle. Troisième défi, après l'habitat, l'énergie, troisième défi dans lequel le génie civil et ici il est en toute première ligne, c'est bien sûr de satisfaire les besoins d'infrastructure. Alors on a un sentiment qui est en général pas très précis du patrimoine d'infrastructures qu'on possède. Alors un pays pas très grand, de taille moyenne comme le nôtre, a déjà un patrimoine qui donne un peu le tournis. Bon, on sait qu'on a 7000 km d'autoroutes, 12 000 km de routes nationales. On sait moins qu'on a 1 million de kilomètres de routes de tout calibre, départementales et vicinales. On a 230 000 ponts routiers, 50 000 ponts ferroviaires, on a 1000 km de tunnels, on a 1000 barrages. Alors ils n'ont pas tous 150 mètres de haut, hein, il y a des barrages de 10 mètres là-dedans. Mais il y en a 1 millier sur le territoire français. On a 58 réacteurs nucléaires commerciaux. On a 250 000 km de tuyaux d'évacuation des eaux usées. Et on a près d'1 million de kilomètres de tuyaux d'alimentation d'eau fraîche, d'eau potable. Et tout ça est essentiellement en béton. Si vous allez du côté d'un pays de taille supérieure, là vous avez complètement le vertige. Vous avez 6 millions de kilomètres de routes, vous avez un nombre de ponts qui est en rapport, vous avez plus de 3000 aéroports avec leurs pistes ouverts au public, vous en avez 500 qui sont des aéroports commerciaux capables d'accueillir des 777 ou des Airbus 350. Vous avez, alors non pas 60, c'est une erreur, vous avez 99 réacteurs nucléaires commerciaux. Vous avez cette fois-ci des longueurs de tuyaux d'assainissement qui se comptent en millions de kilomètres. Donc voilà, et tout est à l'avenant. Donc ce patrimoine-là, dans les pays comme les nôtres, à cause de l'appauvrissement des ressources publiques, il est en train de vieillir à très très grande allure. Et il va falloir le remplacer. Et dans les pays qui n'en sont pas encore dotés, il faudra leur doter de ces choses-là qui sont essentielles. Par exemple, l'accès
à l'évacuation des eaux usées et à de l'eau propre est essentiel pour la santé publique. Alors, il y a eu des estimations, elles sont variables, mais elles tournent toutes à peu près autour des mêmes valeurs. Qu'est-ce que ça représenterait? Que représenterait l'effort qu'il faudrait faire pour mettre nos infrastructures dans l'état où elles devraient être? Alors, chez nous, ça va encore. Aux États-Unis, c'est catastrophique. Si vous avez été passer des vacances aux États-Unis en louant une voiture, vous avez probablement vu l'état dans lequel se trouvent les routes américaines à l'heure actuelle, et les ponts américains. Et dans les pays en développement, il s'agit pratiquement de tout construire. Alors ça demanderait un effort d'ici pas longtemps, d'ici moins d'une vingtaine d'années, équivalent à 57 milliers de milliards, des trillions. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est des sommes absolument colossales. Alors est-ce que la richesse publique sera capable de fournir des sommes pareilles? Il y a fort à douter que ça soit le cas. Alors il s'agit bien sûr pas de refaire les choses comme elles étaient. Il s'agit de les adapter aux besoins. Ça veut dire que plutôt que de refabriquer des centrales comme on les faisait avant, ben, il s'agit de mettre en œuvre des fermes éoliennes, des fermes photovoltaïques, des fermes éoliennes terrestres ou des fermes éoliennes marines, avec tous les problèmes d'ingénierie nouveaux, d'interaction fluide-structure que ça représente. Les logiciels, par exemple, de contrôle d'inclinaison des pales d'une éolienne sont des choses que les sociétés de fabrication des éoliennes considèrent comme aussi précieuses que la prunelle de leurs yeux. Donc, du point de vue recherche en génie mécanique, ce sont des choses de pointe qui sont cruciales. Alors, il y a un type d'infrastructure sur lequel ça vaut la peine de s'attarder quelques minutes, c'est tout ce qui touche au transport. Le milliard de voitures sur Terre a été atteint à peu près en 2008. Si vous étiez ingénieur dans les années 50 ou 60, ce dont vous auriez rêvé à l'époque, sans doute, si on vous avait donné comme responsabilité de répondre aux besoins de transport à l'époque, vous auriez probablement rêvé d'un truc comme ça. Alors c'est plutôt ça qui est au goût du jour à l'heure actuelle, bien entendu. On essaie plutôt de limiter l'utilisation de la voiture et de l'utiliser, en particulier de limiter son utilisation dans des villes extrêmement étendues comme Los Angeles. Ce qui se passe à l'heure actuelle, et pour lesquelles vous avez des choses à faire, c'est qu'on est dans une situation où, du point de vue, disons, du transport individuel, la voiture pour ne pas la nommer, ou d'autres transports individuels, si vous écoutez les médias, tout se passe comme si les choses intéressantes, les vrais progrès, c'est dans les véhicules qui se passent. On vous parle de Google, on vous parle du taxi autonome à Singapour qui vient d'être expérimenté et qui sera mis en service peut-être en 2018. On vous vante tous les mérites des dispositifs nouveaux qu'on introduit dans le véhicule. On ne vous parle pas de ce qui pourrait être fait sur ce qui pendant longtemps a été considéré comme le support inerte du transport routier, qui est la route. Or, en fait, il y a autant d'efforts à faire du côté de la route que du côté du véhicule. Sauf que ça a été beaucoup moins médiatisé. Alors, l'image de la route que certains organismes comme Star, pour ne pas le nommer, ou d'autres au niveau européen mettent en avant, c'est une image de la route qui suit quelque part la même évolution que celle du véhicule. Autrement dit, il s'agit de mettre de la fonctionnalité dans la route, dans ce million de kilomètres pour la France, de la fonctionnalité et un peu d'intelligence. Ça veut dire qu'on peut par exemple imaginer que pour résoudre les problèmes d'accidents dus au givre des petits matins d'hiver, on soit capable de concevoir des routes qui soient capables de stocker de l'énergie thermique pendant la journée et de la restituer lentement au cours de la nuit ou en fin de nuit en particulier. Ça veut dire qu'on peut éventuellement réfléchir à des routes qui seraient ce million de kilomètres avec une largeur moyenne, disons, de l'ordre de la dizaine de mètres. Ce million de kilomètres ne pourrait-on pas s'en servir pour capter de l'énergie et la remettre dans le réseau? Alors, il y a des bonnes idées et des mauvaises idées. Une mauvaise idée, sans doute, c'est d'imaginer des routes piézoélectriques. Évidemment, on pourrait imaginer prendre l'électricité au passage de chaque voiture.
sauf qu'un peu de raisonnement thermodynamique vous dit que si vous avez produit l'électricité, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fourni l'effort pour produire cette électricité, et celui qui a fourni l'effort, c'est la voiture qui a déformé la route. Et si vous avez déformé la route, vous avez consommé un peu plus. Donc, je ne pense pas que la route piézoélectrique soit une bonne idée, parce que c'est la consommation du véhicule qui va augmenter. En revanche, il y a des idées qui peuvent paraître saugrenues, qui sont à explorer. Pourquoi pas utiliser la route comme capteur solaire? Alors, il y a des voies difficiles que certains ont choisies. Certains ont choisi, comme la société Solar Roadways aux États-Unis, d'utiliser la route comme support de panneaux photovoltaïques. Un peu, quelque part, chercher la difficulté quand on voit l'état des routes et les agressions que subit une route lors du passage d'un 38 tonnes. Bon, c'est quelque part chercher la difficulté. En France, c'est une voie qui est malgré tout explorée aussi. La société Colas, en collaboration avec le CNRS, le CEA, l'ISTAR, est en train de mettre sur le marché des panneaux qui sont en principe suffisamment résistants pour produire avec un rendement acceptable, disons entre 5 et 10%, de l'électricité photovoltaïque tout en étant aussi durable qu'une route à l'heure actuelle. À voir. Il y a d'autres possibilités. L'autre possibilité, c'est non pas de se servir des panneaux photovoltaïques pour rouler dessus, mais de se servir des panneaux photovoltaïques comme couverture. Ça a été fait dans certains tronçons ferroviaires, notamment dans le nord de l'Europe, des tronçons ferroviaires où le train roule disons, en profondeur, le mot m'échappe. Voilà. Bon, il suffit de couvrir simplement le passage du train, le panneau voltaïque comme on couvre le toit d'une maison, et puis de réinjecter ça dans le réseau, pas pour alimenter le train directement, mais pour alimenter le réseau de manière générale. Donc c'est une solution. Certains disent que pourquoi pas couvrir avec des structures légères, inventées, avec des matériaux inventés, des tronçons autoroutiers, tout en permettant d'avoir une lumière suffisante pour conduire. Pourquoi pas? Donc tous ces tas sont des choses qui excitent beaucoup notre ministre de l'écologie et qu'il s'agit de garder en tête. Alors, a priori, ça semble très attractif. Hein. Si vous couvrez l'ensemble du réseau autoroutier français et du réseau national de panneaux avec des rendements de 10%, ben vous produisez à peu près les 2 tiers de ce que produit le parc nucléaire français, qui est loin d'être négligé. On peut aller plus loin. Et bon, ce sont des sujets de recherche tout à fait actuels. Imaginez que, comme on va vers le véhicule électrique, ou en tout cas le véhicule hybride, pourquoi pas, plutôt que de chercher à améliorer, ce qui semble très difficile à l'heure actuelle, les batteries pour donner une autonomie suffisante, pourquoi pas imaginer un système dans lequel l'alimentation du véhicule électrique se fasse par la route elle-même. Garder une petite batterie dans la voiture, mais l'alimenter à travers la route, et éventuellement sans contact. Alors, ce qui permet de faire ça, c'est tout simplement l'induction. L'induction, la physique de l'induction est une physique qui est ancienne, qui est bien connue. En gros, c'est la physique des transformateurs, sauf que s'il s'agit d'appliquer l'alimentation d'un véhicule à partir de la route, il ne s'agit pas de mettre un noyau en fer doux, comme dans un vrai transformateur, entre l'émetteur et le récepteur. Il faut que ça se passe à travers l'air, avec un rendement qui est forcément plus faible. Mais à l'heure actuelle, les rendements sont tout à fait acceptables. C'est une vieille idée. Déjà en 1975, il y a eu des brevets qui ont été pris sur la chose. C'est quelque chose qui est du domaine de la réalité sur les chaînes de montage automobile en usine. Il y a des wagons transporteurs de pièces ou de parties de véhicules qui passent sur des tapis dans lesquels on a des plots émetteurs électromagnétiques par induction qui alimentent le caisson transporteur sans contact. Et ça peut être utilisé pour les transports réels. Plutôt que de le faire pour commencer sur la route, c'est sur le rail que ça a été commencé. Et notamment, il y a des sociétés Bombardier, pour ne pas les nommer, a probablement été la première société à imaginer des tramways qui sont en partie alimentés
sans contact par induction. Mais ça peut s'appliquer, bien entendu, en principe à la route. Et il y a tout un réseau de développement de ce qu'on appelle la route électrique, qui est en place à l'heure actuelle. Donc, les infrastructures, ce millier de milliards de dollars ou d'euros qu'il va falloir investir, n'essayons pas de reproduire ce qui a été fait, réfléchissons et imaginons des solutions nouvelles. Alors, la plupart de toutes ces choses-là ont été construites en béton. Le béton, vous savez ce que c'est? Le béton, c'est un mélange de cailloux et de colle, un peu plus compliqué. En général, le mélange de cailloux, il y a toutes sortes de cailloux, il y en a des gros, des moyens, des petits, et il y a de l'eau, bien entendu. Il y a des produits organiques qui évitent la formation de ce qu'on appelle des flocs ou des grumeaux, qui rendent le béton plus fluide. Et la colle de tout ça, c'est le ciment. Le ciment qu'on qualifie de ciment Portland. C'est à l'heure actuelle encore, c'est le matériau roi qui permet de construire des infrastructures. Et si on regarde l'évolution de la production de ciment dans le monde, c'est la courbe bleue, vous voyez là, depuis 1940 jusqu'à 2015, c'est le dernier point, 2014, je pense, c'est le dernier point sur cette courbe. Ce qu'on voit, c'est que malgré à nouveau, le sentiment qu'on a chez nous et le sentiment que font passer les sociétés cimentières dans notre pays, au niveau mondial, l'industrie cimentière connaît une phase d'expansion absolument hallucinante, qu'elle n'a jamais connue, précisément à cause de ce besoin en infrastructure qui est satisfait, qui est en train d'être satisfait dans les pays en développement, et en particulier dans la Chine. Alors, ce que vous voyez, c'est que, en fait, ça a démarré, cette partie exponentielle, elle a démarré au tournant du siècle, aux alentours des années 2000, là où la Chine a décidé de mettre le paquet pour le développement de ses infrastructures, le train à grande vitesse, réseau autoroutier, barrages, etc. Alors, ce que vous voyez aussi, pour montrer que de ce côté-là, il n'y a pas de crise, c'est que si vous regardez, par exemple, par rapport à l'acier, y a-t-il une trace de la crise de 2008? Dans l'acier, il y a une trace, c'est très clair. Dans le ciment, je peux toujours chercher, il y a une toute petite là, voilà, et c'est à peine perceptible. Donc au niveau mondial, le béton est un matériau qui, à l'heure actuelle, ne connaît vraiment pas la crise. Alors c'est pas pour ça qu'il faut continuer à le faire comme on fait maintenant, hein, j'y reviendrai. Le plastique, c'est pareil. Il a une évolution qui est plus lente, on en consomme moins parce que n'a pas les mêmes propriétés qu'on demande. Alors celui qui est Cocorico, celui qui est à la base de la compréhension, de la découverte de cette colle un peu magique, qui est une pierre liquide à température ambiante et qui durcit par la suite, le ciment Portland, c'est Louis Vicat, hein, qui est quelqu'un de la maison, si je puis dire. Les Anglais ont tendance à dire que c'est plutôt John Smeaton. En fait, si on est réaliste, faut bien avouer que celui qui a découvert les raisons pour lesquelles certaines chaux naturelles riches en argile pouvaient faire prise sous l'eau, c'est John Smeaton. Et celui qui a compris le mélange artificiel qu'il fallait faire pour reproduire les mêmes propriétés, c'est Louis Vicat. Donc, si on est honnête, on peut dire que Smeaton et Vicat se partagent, ils ont les mérites de la découverte de cet objet magique qui est le ciment, qui est cette poudre que vous mélangez à l'eau et qui, même sous l'eau, arrive à faire prise. Pourquoi? Parce qu'elle réagit chimiquement avec l'eau pour former un nouveau minéral qui lui est cohésif. Alors c'est un matériau, le ciment, c'est un produit qui est très énergivore. À l'heure actuelle, il est fabriqué dans des fours à 1450 degrés. Ça produit une pierre artificielle qu'il s'agit de broyer. Et c'est la poudre broyée qui résulte de ces granulats que vous trouvez dans votre sac. C'est un mélange de différentes phases minérales qui réagit avec l'eau. Alors celui qui a compris ce qui se passait quand on mélange le ciment avec l'eau, c'est Henri Le Châtelier, polytechnicien, ingénieur des mines, personne n'est parfait, qui a compris que un volume d'anhydre réagissait avec de l'eau, cette eau était incorporée au réseau minéral et produisait plus de 2 volumes d'hydrate qui sont ce qu'on appelle c'est le cimenterie. C'est un nouveau minéral, c'est pas celui initialement,
Et c'est un minéral qu'à l'heure actuelle on qualifierait de nanomatériaux. Voilà une image au microscope électronique d'un ciment frit. Et ce que vous voyez, c'est que c'est en fait un agglomérat de petits éléments qui font à peu près 5 nanomètres. Donc on commence seulement à comprendre la structure à l'heure actuelle. Et c'est l'empilement de ces éléments-là et les forces attractives entre ces éléments-là qui assurent la cohésion de la couche de ciment qui enrobe les granulats dans le béton. Alors, le béton lui-même a fait des progrès qui sont absolument colossaux. Les 4 poutres que vous voyez là, la première est en acier, ont la même capacité portante. La première est en acier, la deuxième est en béton classique avec des armatures classiques, la troisième est en béton à haute performance, et la quatrième est en ce qu'on appelle en VFUP, en béton fibré à ultra haute performance. Et ce qui est remarquable, c'est que la dernière a une densité qui n'est pas très loin, qui n'est pas très, pardon, un poids par unité de longueur, qui est pratiquement égal à celui de la poutre en acier. Donc on est arrivé à un stade avec le béton dans lequel le béton, si on pousse dans l'état actuel des connaissances au maximum de ses possibilités, a des possibilités qui sont quasiment celles d'un acier. Et ça permet de faire des choses dont Michel Virlogeux vous parlera avec élégance demain, comme par exemple ce que vous avez vu, l'opéra de Tenerife, cet opéra au Japon, cette tour-là, qui sont des choses classiques, qui sont maintenant loin d'être encore le record mondial des tours, mais dans lequel il y a un objet qui est remarquable, c'est la passerelle qui unit ces deux tours à Kuala Lumpur en Malaisie. Alors pourquoi c'est remarquable? Parce que la Malaisie, bon, c'est un climat subtropical avec des périodes de mousson et d'ouragans qui sont redoutables. Ce qui fait que ces deux tours-là, qui font 450 mètres, oscillent pas forcément en phase. Ce qui veut dire que cette passerelle-là subit des efforts qui sont des efforts colossaux, notamment des efforts de torsion. Et si elle avait été fabriquée avec un béton ordinaire, il y a longtemps qu'elle ne serait plus en place. Donc elle a été fabriquée avec un béton fibré qui casse de manière extrêmement ductile. C'est pas du tout un béton qui casse de manière fragile comme la plupart du béton. C'est un béton qui prévient avant de casser et qui tolère des déformations qui sont totalement inhabituelles pour un béton. On est arrivé à donner des fonctionnalités étonnantes au béton en ajoutant des particules d'oxyde semi-conducteur photosensibles. On peut rendre le béton auto-nettoyant, dépolluant. On peut le rendre aussi fluide qu'un yaourt à boire, précisément avec des polymères qui empêchent la formation de grumeaux. Bref, il y a des progrès qui sont marqués. Alors la science de formulation du béton, je regarde, oui, est une science qui relève beaucoup de l'art d'empiler des objets, d'empiler des grains. Alors, en tant que physicien, on s'intéresse souvent aux grains sphériques. Ceux qui savent faire ça, ce sont des cristallographes. Sauf que les cristallographes s'intéressent aux empilements ordonnés. Or, l'empilement des grains dans un béton, c'est loin d'être ordonné. Donc, la moindre des choses, c'est s'intéresser aux empilements désordonnés. Donc, voilà un empilement désordonné de grains sphériques, tous identiques avec le même diamètre. Le premier qui a regardé ça en détail, c'est un Anglais, c'est Desmond Bernal, qui est un cristallographe, qui s'est dit, mais par rapport aux empilements ordonnés, quelle est la capacité et quelle est la structure d'un empilement désordonné? Donc, il s'est amusé à faire des empilements de sphères métalliques, et avec un microscope puis un pied à coulisses, il a regardé la position précise de tous les grains dans un empilement désordonné, et il est arrivé de manière à décrire de manière très précise la structure de ces objets-là, et il a constaté que l'empilement désordonné le plus compact qu'on pouvait produire gardait malgré tout 35% de vide, de porosité. C'est catastrophique pour un béton parce que la porosité, c'est là où ça va casser, c'est l'amorce de la rupture, et ce sont les points d'entrée de toutes les agressions chimiques ou autres. Donc la solution, elle peut sembler triviale, mais il a fallu un certain temps pour la formaliser, c'est d'utiliser des populations de tailles de grains de tailles différentes, de manière à améliorer la compacité, de manière à améliorer l'occupation de l'espace. Alors on peut faire ça de manière, disons, très esthétique, hiérarchique comme ça, avec des lois simples
récursive qui permet d'introduire des grains de taille moyenne dans les trous laissés par les plus gros, puis des petits dans les trous laissés par les grains moyens, etc. Et c'est ce qui se fait dans les bétons à l'heure actuelle. Un béton à l'heure actuelle est une collection, en tout cas les bétons à haute performance, sont des collections de grains dont les fractions, dont les tailles et dont les quantités sont choisies pour rendre le matériau le plus compact possible. C'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée est celle-là. Alors celui qui, bien avant que la physique et la théorie mathématique de ces choses-là soient développées, s'était rendu compte de ça. C'est à nouveau quelqu'un de la maison. C'est Albert Capo qui, il y a très longtemps, savait que la porosité minimale d'un béton était directement reliée à ce qu'il appelait l'étendue granulaire, le rapport entre les plus gros grains et les plus petits. Et il avait même fait une démonstration basée uniquement, non pas sur une analyse dimensionnelle, mais sur des lois de symétrie pour montrer qu'il devait en être ainsi. Et ça permet de faire des choses qui sont étonnantes avec ces bétons à très très haute performance, comme cette passerelle qui a été construite par l'architecte Ricciotti à Séoul, au Canada. Elle fait 120 mètres de portée et le tablier est un tablier en béton fibré qui fait 3 cm d'épaisseur. Alors, j'ai pas eu la chance d'aller voir cet édifice-là. J'ai été en voir un autre au Québec, à Sherbrooke, qui fait seulement 60 mètres de portée. C'est un peu plus ancien que celui-ci. Et comme tout le monde, j'ai été dessus pour voir comment ça se comportait. Et quand vous êtes au milieu de la passerelle, vous dites bien que ça se comporte comme du métal. Donc vous êtes tenté de sauter, vous commencez à sauter, puis vous vous rendez compte qu'au bout de 2-3 sauts, ça commence à résonner, et vous êtes comme sur un trampoline, il vous renvoie en l'air, et puis vous réalisez que non, c'est pas du métal, c'est du béton. Et là, vous arrêtez dessus. Vous dites, on ne sait jamais. Voilà, autre chose de Rudy d'Ambasson, Rudy Ricciotti, est aussi l'architecte qui a conçu le MUSEM, le musée des civilisations méditerranéennes, à Marseille. Problème du ciment et du béton, c'est que le ciment, la production du ciment est émettrice de CO2 et qu'il s'agit de réduire ça. Actuellement, la production de ciment est responsable pour environ 6 à 7% des émissions mondiales de CO2. C'est intolérable, il faudrait que ça baisse. La première chose à faire, c'est de voir comment on peut optimiser les choses dans le béton. Alors ça, c'est un résultat relativement récent, dans lequel des chercheurs brésiliens se sont amusés entre guillemets, à calculer combien de ciment il faut pour obtenir une résistance mécanique donnée dans un béton, c'est un mélange de cailloux. Autrement dit, ce graphe-là, leur donnée, c'est une réponse à la question combien de ciment par mètre cube dois-je utiliser pour produire 1 mégapascal de résistance en compression en fonction de la résistance du béton. Et ce que vous voyez, c'est que en fait, il y a une grande dispersion des points. La dispersion est plus grande du côté gauche du graphe que du côté droit. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de manières différentes de faire un mauvais béton. Il y a peu de manières différentes de faire un bon béton. Première chose. Deuxième chose, c'est, vous voyez, c'est que la courbe a tendance, le nuage de points a tendance à descendre. Ça veut dire que là où vous utilisez le plus efficacement la colle ciment dans votre béton, c'est dans des bétons à haute performance. Autrement dit, l'avenir de la construction, et on est loin à l'heure actuelle, c'est non pas d'utiliser 80 ou 90% du ciment que nous produisons pour faire des bétons de basse qualité, pour faire des choses lambda. Il s'agit d'inventer une manière de construire avec des bétons dont les propriétés sont voisines de celles de l'acier. Et l'industrie de la construction, on est encore très loin à l'heure actuelle. Donc il s'agit d'inventer des manières de construire, il s'agit de mettre en place des normes qui permettent de faire ça. Il y a du boulot pour vous. Voilà. Alors, quelle est la suite? La suite, c'est que pour l'instant, du côté de ce matériau-là, qui est le matériau roi des infrastructures, on n'a pas touché à la qualité de la colle elle-même. Et ça, c'est un sujet de recherche dans lequel on quitte un peu le domaine de la mécanique macroscopique, et on va vers celui
la physique à l'échelle moléculaire, et on est encore loin d'avoir fait tous les progrès. Ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est qu'en gros, exactement comme dans le verre, il y a 20 ou 30 ans, on a une marge de progrès qui est pratiquement un facteur 10 dans la qualité de la colle. Et les manières d'opérer ce progrès-là sont vraisemblablement situées dans la compréhension, trouvons leur source dans la compréhension des interactions de la structure atomique de la colle après réaction, de la colle du ciment après réaction avec l'eau. Là aussi, il y a de quoi faire. Et puis, dernier élément, je terminerai par ça, c'est comment utiliser ces nouveaux matériaux, en particulier ces nouveaux bétons, pour construire. Il y a une situation actuelle qui n'est pas très très bonne. La situation actuelle, si vous regardez les choses d'un point de vue économiste, c'est que la construction, le génie civil, est un des seuls domaines de type industriel dans lequel la productivité ne s'améliore pas. On est mauvais. Alors, je ne suis pas économiste, donc je ne maîtrise pas la manière dont la productivité est calculée en détail, mais ce que j'ai vu, c'est qu'en regardant différentes sources, les économistes sont d'accord entre eux. Plusieurs sources conduisent au même constat. La productivité augmente dans toutes les industries manufacturières, elle baisse en construction, mais au mieux reste constante. Alors il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons pour ça. La bonne raison, elle est importante, c'est que la sécurité sur les chantiers a beaucoup augmenté. Travailler sur un chantier, un très grand chantier, ça reste un métier dangereux. Mais ça s'améliore. Et obéir à des règles de sécurité, ça prend du temps, ça n'est pas productif du point de vue d'économiste qui regarde la valeur ajoutée par unité de temps d'un ouvrier, mais c'est important pour la vie en société. Donc il y a des bonnes raisons. Puis il y en a d'autres qui sont mauvaises. C'est dû à des erreurs de conception, c'est dû en grande partie au manque de coordination de tous les acteurs qui interviennent sur un chantier, et ça peut être dû tout simplement au manque de communication et au fait que la plupart des intervenants cherchent en permanence une protection juridique de telle sorte que si un accident intervenait, pensez par exemple aux défauts qui se sont révélés dans la construction de la centrale EPR de Flamanville il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Chaque intervenant cherche à se protéger par un cadre juridique plutôt qu'à améliorer la collaboration. Donc voilà, il y a des choses à améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme manière d'améliorer les choses? Ben, on pourrait robotiser la construction. Alors, il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus, en particulier à l'ETH de Zurich. Il y a un laboratoire qui mélange ingénieurs et architectes et roboticiens, qui est très actif dans ce domaine-là. Il y a des exercices de laboratoire pour étudiants qui consistent à mettre au point des chantiers robotisés, des chantiers de laboratoire robotisés. Éventuellement, on peut transporter des briques par des drones. On peut imaginer, et ça se fait d'ailleurs, de passer à la pression 3D d'un ciment fluide pour construire des choses. On voit apparaître sur le web des tas de choses. Celui qui a été le précurseur en la matière, c'est probablement Berok Kojnevich à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, qui il y a plus de 10 ans déjà avait mis au point des dispositifs d'extrusion robotisés, qui sont ce qu'on emploie dans beaucoup d'imprimantes 3D actuelles, qui permet de construire des murs en extrudant de manière automatique du béton. Il a imaginé de grandes imprimantes 3D alimentées par des camions typiques qui permettraient de construire des maisons. Il a même écrit des articles disant que ce serait la manière de construire sur la Lune ou sur Mars le jour où on y arriverait. Il y a des petits rigolos qui se sont amusés à faire des choses marrantes dans leur jardin, comme par exemple la famille Rudenko. C'est quelqu'un qui, avec ses frères et sœurs, ils étaient une dizaine, a construit une imprimante 3D sur son terrain, juste pour montrer que c'était faisable il y a plusieurs années, il y a 5-6 ans. Il s'est amusé à construire un château fort pour montrer que c'était faisable en béton. Les Chinois s'y sont mis, d'autres aussi, comme par exemple l'ingénieur Enrico Dini, qui a, avec une technique un peu particulière, qui consiste à répandre de la poudre et puis à projeter de l'eau pour faire prise avec la poudre, puis à donner un coup de soufflette pour éliminer l'excès de poudre, a construit des choses qu'on ne peut pas construire
facilement d'une autre manière comme celle-là. Il a montré aussi qu'on pouvait faire des maisons. Esthétiquement, ça se discute, mais c'était juste pour montrer que c'était faisable. Les Chinois, il n'y a pas longtemps, l'été dernier, on fait grand bruit en prétendant pouvoir construire des modules de pavillon en quelques heures. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la manière d'utiliser cette possibilité qu'offrent l'impression 3D et les imprimantes 3D. Mon sentiment personnel, et ce n'est pas strictement personnel, plein de gens partagent ça, c'est de dire que utiliser une imprimante 3D pour faire des murs aussi laids que ça, même si on les fait très vite, c'est pas forcément la bonne manière d'utiliser une imprimante 3D, et qu'il vaut mieux explorer d'autres voies et faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Par exemple, concevoir des matériaux composites analogues à la nacre. La nacre est un matériau qui mécaniquement est extraordinairement tenace, résistant au choc. Pourquoi? Parce qu'entre les couches minérales, il y a de fines couches de protéines. Donc pourquoi pas construire en génie civil des structures en matériaux composites de manière contrôlée en utilisant l'imprimante 3D. Pourquoi pas construire des structures qui seraient complètement différentes de celles qu'on connaît à l'heure actuelle. Voisine par exemple de la structure de la toile d'araignée, qui a une structure qui est extraordinairement résiliente. Une toile d'araignée, vous pouvez couper 80% de la toile et elle a une résistance résiduelle qui est remarquable. Alors il y a des tentatives dans ce sens-là, dans lesquelles l'école est d'ailleurs impliquée, dans lesquelles, avec des matériaux comme ces bétons, ultra haute performance que j'ai mentionné tout à l'heure, on fait des structures qu'on ne pouvait pas faire autrement. Dans ce cas-ci, ce qui a été fait en impression 3D, c'est le moule en polymère dans lequel le béton a été coulé. Mais on peut imaginer utiliser l'imprimante pour créer directement les structures. Donc voilà, il y a plein de choses qui pourraient être faites. J'ai un collègue, Pedro Reis, qui est un Européen qui a émigré en Amérique du Nord, qui est très imaginatif et qui propose et qui montre qu'on pourrait faire des choses étonnantes, comme des plaques minces qui, avec des charnières, permettraient de faire des structures d'habitat ou de génie civil qui seraient des structures pliables. Il propose de faire des choses qui sont étonnantes, par exemple d'utiliser en génie civil des méthodes de la chocolaterie. Alors, je l'explique. Actuellement, si vous faites un dôme, comme quand les Romains faisaient un dôme comme le dôme du Panthéon à Rome, ça se faisait avec beaucoup de coffrage, de manière très contrôlée, ça prenait beaucoup de temps. Si vous regardez la manière dont un chocolatier fait un œuf en chocolat, c'est beaucoup plus simple. Il a un moule, il contrôle la rhéologie de son chocolat, et si le chocolat est parfaitement newtonien, ça veut dire si la viscosité est indépendante de la vitesse d'écoulement, bien simplement en versant le chocolat, il a une coque dont la structure est exactement la structure que vous cherchiez à faire pour stabiliser sa résistance mécanique. Donc, si on arrivait à faire des bétons ou d'autres matériaux de construction qui ont exactement cette propriété rhéologique-là, on pourrait imaginer construire des dômes d'une manière aussi simple que celle du chocolat. Voilà, j'étais trop long, je m'arrêterai là, simplement pour dire qu'il y a un champ d'activité qui est absolument colossal et qui n'attend que vous. Merci. Alors je pense qu'il y a beaucoup de questions et donc la parole est à l'assemblée de nos jeunes élèves. Dans les pays en développement, est-ce que c'est pas quand même une solution qu'on pourrait apporter qui ne serait pas à leur portée avec leurs moyens à eux, mais qu'on pourrait leur proposer pour construire, par exemple, juste en exemple, dans des villages africains, faire des maisons qui seraient quand même plus performantes et qui permettraient d'avoir une base pour finalement un développement après plus long terme. En gros, ce que vous imaginez, c'est une sorte d'imprimante 3D sur camion qui pourrait se déplacer de lieu en lieu. Oui, ça reste valable. La question est, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est ça l'optimum de ce qu'on peut tirer de l'impression 3D? Mon sentiment, c'est que
Ça, c'est certainement utile. Ça permettrait de gagner du temps. Ça permettrait de pallier un défaut récurrent dans beaucoup de pays, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Par exemple, un collègue architecte qui a décidé de s'installer en Inde du Sud, et après le tsunami de 2003 en Inde du Sud, il s'est mis à reconstruire des maisons en terre crue, en essayant d'améliorer la terre, en la mélangeant simplement au ciment, pour la rendre plus résistante vis-à-vis, pas d'un autre tsunami, mais au moins de la mousson. Eh bien, il a eu sa principale difficulté, c'était de former les gens au respect de certaines règles simples, comme par exemple la teneur en eau résiduelle, l'humidité résiduelle des briques, mélange de terre et de ciment avant compaction. Donc, utiliser l'impression 3D, une autre technique apparentée, pour se débarrasser de la variabilité que l'intervention humaine introduit, c'est certainement quelque chose d'intéressant. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire plus que ça. Du point de vue rapidité de la construction industrielle, à voir. La préfabrication est déjà quelque chose de très performant à l'heure actuelle. La préfabrication en construction d'habitat, dans nos pays en tout cas, n'a pas bonne presse. Des gens d'un certain âge comme moi ont tous connu des maisons. Alors ces maisons s'appelaient comment? C'était fabriqué par Bouygues, pardon. C'était des maisons préfabriquées. Des maisons préfabriquées qui, au bout de quelques années, avaient toutes des problèmes d'étanchéité à la jonction des murs préfabriqués. Donc la préfabrication a chez nous une mauvaise presse. Alors l'impression 3D pourrait inverser un peu les choses. Mon sentiment à nouveau, c'est que il faut, dans ce domaine-là, si on passe à la production industrielle du bâtiment, c'est plutôt la préfabrication en usine qui est la voie à suivre, plutôt que la fabrication sur site avec une impression 3D. Mais il y a probablement place pour différentes technologies. J'aurais juste deux petites questions concernant le béton. On parle pas mal d'une crise du sable pour le béton, donc je voulais savoir s'il y avait déjà des recherches dessus, et concernant aussi le recyclage du béton, qui est quand même un bon déchet ultime, qu'est-ce qui était fait pour le recyclage? Le recyclage, d'abord un chiffre qui illustre la situation un peu non-sens dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Si vous regardez l'Île-de-France exporte annuellement 9 millions de tonnes de déchets, de génie civil, et importe 10 millions de tonnes de matériaux nouveaux. Donc on trimballe 19 millions de tonnes pour une utilisation efficace qui est la moitié de ça. On est dans une situation qui a un non-sens économique total. Il faut absolument faire quelque chose. Le quelque chose qui est fait à l'heure actuelle, notamment à travers un projet national financé par le ministère qui s'appelle Récit Béton, c'est voir dans quelle mesure on peut recycler, alors non pas le béton dans sa totalité, les Japonais ont montré qu'on pouvait tout recycler, y compris la poudre de ciment. Donc récupérer la fraction la plus fine, la refaire passer dans un four, extraire l'eau qui a été incorporée chimiquement au ciment, et remettre le ciment dans son état actuel. C'est faisable, mais ça coûte très très cher. La piste qui est actuellement prise en France, qui est explorée en France, c'est de dire, bon, faisons l'impasse sur la fraction la plus fine, sur le ciment, et regardons si on peut recycler tout le reste. Et peut-être mon ami ancien collègue qui est là, pour dire où en est ce projet-là. À ma connaissance, il doit être pas loin de la fin du projet. Et la question sera de savoir dans quelle mesure, au niveau du point de vue économique, cette voie de recyclage dont la faisabilité est démontrée sera compétitive par rapport à l'utilisation de matériaux frais. Pour en venir au point initial qui est le sable. Alors le sable, tout va dépendre de la région du monde dans laquelle on se trouve.
la France, du point de vue granulat, de manière générale, la France est un pays béni des dieux. On a une qualité de granulat qu'on trouve rarement sur d'autres pays. En revanche, si vous êtes dans des pays comme l'Inde, l'Inde est un pays maudit du point de vue de la qualité des granulats. Et eux, il faut absolument qu'ils trouvent des solutions pour recycler les choses. Donc, tout va dépendre de la situation où on se trouve. Il y a des situations qui sont dramatiques. Par exemple, à Nouakchott, au Mali, il y a une partie du pays qui est totalement désertique, avec un sable quasiment inutilisable. À Nouakchott, qui est la capitale du pays, vous avez des régions, des parties de la ville qui sont sous le niveau de la mer, qui sont protégées par un rideau de dunes, et ce rideau de dunes est actuellement utilisé pour prendre du sable pour construire du béton. Donc les gens sont en train de faire des choses que la raison nierait. Donc il y a des pays où la question du sable est une question cruciale, sans aucun doute. Il y a d'ailleurs un film que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Il y a des cinéastes qui ont sorti, je pense, il y a 1 an ou 2, un film pour alerter la communauté mondiale sur le fait que le sable n'était pas, malgré ce qu'on pense, une ressource qui est disponible en quantité limitée. Dans les bétons, qui je pense sont les bétons de l'avenir, les bétons avec une grande étendue granulaire à haute performance, en fait le sable, c'est juste un élément parmi des tas d'autres. Donc en gros, il s'agit d'avoir une collection de grains qui va de quelques nanomètres à quelques millimètres. Alors, il y a le sable, mais il y a des limons qui sont utilisables, il y a des sous-produits industriels qui proviennent de l'industrie de l'acier, il y a des sous-produits industriels qui proviennent de l'industrie alimentaire qui sont utilisables. Donc je pense qu'on va vers une situation dans laquelle, disons, le caractère, les propriétés uniques du sable vont petit à petit disparaître. Ce sera un matériau comme un autre parmi une grande panoplie de matériaux. Bonjour. En parlant de recyclage, il me semble que dans certains pays en voie de développement, ils utilisent des déchets industriels et plastiques, entre autres, pour les compacter et en faire des briques. Est-ce que vous pensez que cette solution est durable et qu'elle a de l'avenir? J'ai pas vu ce genre de choses. J'essaie d'imaginer quel pourrait être l'avantage. Je me dis que ça se rapproche peut-être de ce qui est très étudié chez nous, qui est l'utilisation de matériaux biosourcés. Je pense par exemple à l'utilisation de béton dans lequel les granulats, les gros granulats, les cailloux, sont remplacés par des morceaux de tiges de chanvre, par exemple. Ou par exemple à la construction en paille. Donc, ce que je me dis, c'est que par rapport à l'utilisation de déchets plastiques pour faire des briques, il me semble que le recyclage complet du plastique pour refaire du plastique est peut-être plus judicieux que la mise en décharge organisée qui consiste à l'utiliser comme matériau de construction. Voilà, c'est mon sentiment personnel. Je favoriserais plutôt la piste biosourcée pour faire des matériaux organiques plutôt que la piste fossile. La piste fossile, à long terme, même si un jour on se débarrasse complètement, c'est sans doute le cas, des combustibles fossiles pour des besoins énergétiques, on continuera sans doute plus longtemps à l'utiliser comme source de matériaux, et comme matériaux nobles. Donc en faire des briques, peut-être que c'est pas la meilleure piste. Vous avez dit tout à l'heure que la France était un pays béni en ce qui concernait la qualité du grain, le sable. La qualité du grain, enfin du sable. Oui. Mais est-ce que la France arrive à profiter en fait de cette qualité de sable et ça relève du secteur privé ou du secteur public, plus que l'exploitation de ce sable? L'exploitation, la plupart du temps, si je prends
le leader mondial des matériaux de construction à l'heure actuelle, le leader mondial des matériaux de construction, possède à la fois des carrières d'argile et de calcaire pour faire du ciment, et possède à la fois des carrières de granulat et des calcaires et des carrières de sable. Ouvrir une nouvelle carrière à l'heure actuelle est un parcours du combattant administratif. Que ça soit là, une carrière, disons, de matière première pour ciment, une carrière de matière première pour sable, pas de sable ou de granulat. Donc, est-ce que c'est la vocation de la force publique de se transformer en fournisseur de granulats, sable ou autre? Ça m'étonnerait que la force publique, que l'État s'intéresse à ce genre de choses, que l'État régule la manière dont le privé exploite les ressources en sable ou en granulat, oui. Que l'État intervienne lui-même comme fournisseur, je ne suis pas sûr que ce soit dans l'air du temps. Verre. Alors, je crois que le premier bâtiment dans lequel le verre était un matériau porteur, ça a été un musée qui a été ouvert dans l'Ohio, aux États-Unis, je crois, il y a 6 ans. Donc c'est un bâtiment étonnant. En général, on s'attend à voir, comme dans la pyramide du Louvre, il y a beaucoup de verre, mais il y a quand même des structures métalliques qui sont porteuses. En revanche, dans ce bâtiment-là, dans ce musée-là, tout ce qui est porteur est en verre. Si on n'est pas du métier, si on n'est pas intéressé à la construction, on entre dans le bâtiment et on ne s'en rend pas compte. Il faut garder en tête, c'est que qu'est-ce qui a limité l'utilisation du verre à l'heure actuelle comme matériau porteur? C'est qu'en génie civil ou en construction de manière générale, il y a une chose que vous ne pouvez pas tolérer. C'est qu'un matériau soit défaillant, une structure soit défaillante sans prévenir. Comment dit? Ce qui est interdit, c'est pas que quelque chose casse, ça peut arriver, mais il faut que si ça casse, on voit la rupture arriver et on ait le temps de réagir. Donc un matériau qui est un matériau à rupture fragile, au sens classique, mécanique classique du terme, c'est quelque chose dans lequel une fracture se propage d'une manière catastrophique, quasi instantanée, et c'est complètement interdit. Donc le verre devient un matériau tolérable à partir du moment où vous pouvez lui donner des propriétés d'une certaine capacité à prévoir, une certaine ductilité par exemple. Alors il y a différentes manières de faire ça. On peut le renforcer, on peut le doubler, on peut le fibrer, on peut le tremper chimiquement en surface, mais la condition c'est celle-là. Je ne suis pas sûr qu'économiquement, si vous le comparez même à un béton à haute performance, qui est 30 ou 40 ou 50% plus cher qu'un béton lambda, je ne suis pas sûr que le verre qui possède ces propriétés mécaniques-là soit moins cher qu'un béton. Donc c'est probablement quelque chose qui va rester cantonné, mon sentiment, c'est que ça va rester cantonné à des ouvrages qui sont des ouvrages qu'un architecte ou un designer ou une municipalité voudra mettre en lumière, mais ça m'étonnerait que ça devienne un matériau, disons, de construction pour vous. Vous avez parlé d'alternatives au béton comme le bois et la peinture. Vous avez également parlé des matières en bois. Est-ce qu'il y a des intérêts économiques? Avoir accès à une ressource renouvelable, a priori, c'est intéressant. Ceci étant dit, il faut faire très attention à la manière dont le matériau est utilisé. Si vous ouvrez un bouquin ou un article qui contient des tables d'empreinte carbone ou d'empreinte CO2 des matériaux, et vous regardez à la page bois, vous allez voir que d'abord il y a
des différences selon les espèces, mais puis il y a des différences colossales en fonction du traitement que le matériau a été utilisé. Donc si vous prenez une planche brute et vous comparez ça à une planche d'aggloméré, ou à une planche d'aggloméré qui a été ignifugée, qui a été vermifugée, qui a été traitée contre ceci, contre cela, vous avez des facteurs de différence en empreinte carbone qui sont largement supérieurs à un facteur 10. Donc, est-ce que c'est la question, est-ce que c'est un matériau qui, écologiquement et économiquement, est compétitif? La réponse est oui, mais il faut faire très attention au traitement qu'on y inclut. Et à nouveau, il y a des réponses qui sont des réponses écologiques. Il y a des espèces, y compris des espèces de pays tempérés comme les nôtres, qui sont extrêmement résistantes et tolérantes aux intempéries et à la durée. Et puis d'autres qu'il faut absolument traiter. Donc, c'est intéressant à condition de bien connaître le monde. En tout cas, en Amérique du Nord, pour l'habitat individuel, c'est le mode de construction standard. Par rapport à l'utilisation de nouveaux matériaux comme le bois, etc., est-ce qu'il y a besoin, donc vous avez parlé du traitement, etc., mais au niveau de l'isolation phonique, thermique, etc., est-ce que le béton n'est pas plus avantageux? Est-ce qu'on ne peut pas plus tirer profit du béton pour ce genre de problématique? La notion de confort, il y a des notions importantes. La notion de confort, c'est une notion importante, et la notion de performance environnementale en est une autre. Du point de vue confort, la notion de confort fait appel aux qualités de l'air, aux propriétés de l'air dans lesquelles on se trouve, et aux propriétés de parois. Donc là où le matériau intervient, il intervient à la fois par ses propriétés isolantes, qui vont déterminer par exemple la température de l'air, mais il va aussi intervenir par ses propriétés d'émissivité, par exemple, qui vont déterminer à peu près pour moitié le sentiment thermique que vous avez. Donc vous pouvez très bien être dans une pièce où l'air est très chaud et avoir froid. Tout le monde a fait cette expérience. Parce que les murs sont froids et vous avez des interactions radiatives qui vous donnent ce sentiment de froid. Donc là, quand on compare les matériaux, il faut comparer non seulement le pouvoir isolant, mais ces aspects de thermie. Il y a un autre point qui est très important, surtout dans des périodes comme celle qu'on a vécues récemment, c'est l'inertie thermique. Alors, il est évident qu'une construction en terre crue, avec des murs de 50 cm d'épaisseur, comme ça se fait dans les pays sahariens ou subsahariens, ça peut être très intéressant parce que ça possède une inertie thermique importante. La densité d'une terre compactée, c'est environ 2 kg par décimètre cube, 2 tonnes par mètre cube. La densité d'un béton, c'est un peu plus que ça. Donc le béton a une inertie thermique qui est à peu près comparable à celle de la terre. Et ça peut intervenir dans le lissage des fluctuations de température qu'on a entre le jour et la nuit. Donc ça peut être intéressant aussi. Il y a d'autres aspects qui sont beaucoup plus subtils et dans lesquels la recherche ne fait que commencer. Par exemple, certains matériaux comme des matériaux biosourcés, la paille, la tige de chanvre, sont des matériaux qui ont une porosité assez remarquable, en ce sens que c'est une porosité hiérarchique. Il y a toute une distribution de taille de trous, depuis des trous très gros jusqu'à des trous nanométriques. Alors ce qui se passe, c'est que quand vous avez des fluctuations de température, dans un matériau comme ça, l'humidité relative change en fonction de la température. À basse température, vous avez de l'eau qui se condense, la vapeur d'eau, qui passe par les gros trous, qui va dans les petits et qui se condense sous forme d'eau liquide. Ça ne se voit pas. C'est dans des trous microscopiques. Et cette condensation libère de la chaleur. Inversement, quand le soleil tape sur le mur, cette eau liquide qui est piégée dans des micro ou nanotrous s'évapore et consomme de la chaleur. Le résultat, c'est que ces matériaux poreux avec cette propriété particulière de porosité
sont des matériaux qui absorbent la chaleur aux périodes chaudes de la journée et réémettent de la chaleur aux périodes froides. Et à nouveau, lisse par cet effet qui n'est pas une inertie thermique due simplement à la masse, mais qui est une pseudo-inertie thermique due aux chaleurs latentes de liquéfaction et de vaporisation de l'eau, ont un aspect lissant très important des fluctuations de température. Donc il y a toute une panoplie de propriétés, soit liées à la porosité, soit liées à la masse, soit liées aux propriétés photoniques, optiques, l'émissivité des matériaux, qu'il s'agit de prendre en compte. Et on peut obtenir des qualités de confort de différentes manières. Le béton a sa place à jouer là-dedans, comme tous les matériaux. Les matériaux biosourcés ont leur place. Le bois a sa place. Le bois est déjà, grâce à sa porosité, est intrinsèquement isolant, mais il faut quand même le doubler, exactement comme la terre aussi. La plupart des maisons d'Amérique du Nord sont de vraies passoires thermiques. Pourquoi? Parce que ça a été construit en aggloméré, extrêmement rapidement, avec des murs qui sont à peine doublés par une chape isolante. Donc c'est en général une catastrophe du point de vue thermique. Il faut faire plus que ça. Par rapport au confort, on a au confort, donc il y avait, je crois, un article qui disait que si jamais toute la population mondiale vivait au rythme d'un Américain moyen, il faudrait 6 planètes Terre pour, du coup, en termes de ressources. Là, on a encore parlé du fait on était du coup là en dette, au niveau des ressources, là, le 2 août ou quelque chose comme ça, on avait consommé tout ce qui était renouvelé en un an. Ça pose des questions par rapport, est-ce qu'on peut encore se permettre de parler vraiment de confort, dans le sens où avoir vraiment encore des espaces où on met vraiment le confort en avant. Est-ce qu'il n'est pas temps un peu de penser plus du coup dans les infrastructures, dans la construction, tout ça, plutôt aux performances? Est-ce qu'on peut encore se permettre de penser vraiment d'abord au confort? Je pense que le credo d'un ingénieur, c'est de dire oui, on peut y arriver en respectant les capacités de la planète. Donc je pense que l'optimisme naturel qu'un ingénieur doit manifester, je pense, c'est un optimisme raisonné et il doit y avoir moyen. C'est pas un péché d'orgueil de dire que ben non, l'espèce humaine a les moyens intellectuels de concevoir l'économie circulaire, les boucles de recyclage qui font que sans aller puiser dans les ressources de la planète, on doit pouvoir satisfaire des standards de confort qui sont les nôtres à l'heure actuelle pour l'ensemble de la population. Je pense que le discours qui consiste à dire on atteint un maximum et désolé les gars, il y en a 5 milliards là qui vont rester dans l'état où ils sont actuellement, ce discours-là, il n'est pas tenable. Et je pense que le discours qui consiste à dire on doit tous baisser notre niveau d'exigence en termes de confort et de qualité de vie, il n'est pas tenable non plus. Je pense que c'est rendre justice à l'esprit humain que de dire qu'on doit être capable de résoudre le problème. C'est d'autant plus flagrant, je trouve, dans le domaine de l'énergie. Imaginez, on se plaint tous du problème de l'énergie auquel on a à faire face. Vous avez vu, 15 terawatts, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup en même temps. Imaginez que vous soyez un petit homme vert d'une planète quelque part sur une galaxie lointaine qui atteint un stade de développement supérieur au nôtre et qui regarde cette planète un peu bizarre, la Terre, à travers tous ces télescopes, et qui se marre, qui se bidonne. Pourquoi? Parce qu'il voit une population, il y en a 7 milliards là qui s'agitent, ils se plaignent de ne pas avoir assez d'énergie, ils en font tout un foin, et ils baignent dans l'énergie, dans un océan d'énergie, qui leur arrive dessus par leur étoile, le Soleil. Non seulement ça, mais ils ont à leur disposition l'énergie de la qualité la plus élevée qui soit, l'énergie photonique, optique, de visible et d'UV, qu'on puisse concevoir. Donc du point de vue de ce petit homme vert, on est une espèce ridicule.
Parce que on se plaint et on se martyrise alors qu'on a à notre disposition toute la physique et tout l'environnement naturel qu'il faut pour résoudre le problème. Donc, bon, essayons de croire un peu en la capacité de l'esprit humain pour pouvoir résoudre nos problèmes. Je pense qu'il y a cet optimisme-là qu'il faut absolument garder. Le traité? Oui, le bois, oui. Et j'ai vu que vous avez réussi à traiter le bois de façon à le translucide aussi. Le bois souple, je connaissais. Le bois translucide. Alors, je sais pas le procédé qui a été utilisé. Je connaissais le béton translucide. Le béton translucide, pour faire des parois translucides, laisser pénétrer la lumière dans la maison, a priori, ça semble très attractif. Sauf que quand vous regardez la manière dont c'est proposé à l'heure actuelle, il s'agit d'un procédé dans lequel on met de manière très difficile des lames de plexiglas, polyméthyle métacrylate, on oriente des fibres de verre au moins 50% du volume. Donc finalement, on a un matériau qui est un matériau technologiquement très compliqué à fabriquer, très énergivore, qui est un non-sens par rapport à la juxtaposition d'un mur en béton et d'une paroi de verre. Donc, je devrais savoir, je m'excuse que je ne sais pas, de ne pas savoir, mais sans savoir le procédé qui est utilisé pour rendre le bois translucide, j'ai du mal à émettre un avis sur le caractère viable ou pas d'une telle solution. En tout cas, techniquement, c'est bravo, c'est sûrement quelque chose de très intéressant. Ce dont je me dis, c'est que pour rendre ça translucide, il faut éliminer toutes les molécules d'acide tannique, d'acide humique et autres, des grosses molécules organiques qui absorbent la lumière. Il faut diminuer le pouvoir diffusant. Donc il va falloir sûrement appliquer un traitement de réduction des hétérogénéités de taille des canaux et des fibres du bois. Donc, comment ils arrivent à faire ça, je ne sais pas, mais tout à l'heure, je vais les voir. C'était vis-à-vis c'est vis-à-vis des énergies renouvelables dont vous avez parlé, par exemple les panneaux photovoltaïques ou l'énergie éolienne. Mais sachant que, par exemple, pour construire une éolienne, on a besoin de terres rares. Et l'exploitation des terres rares, par exemple, en Chine, dans certains villages, on a une radioactivité qui explose plus de 10 fois celle de Tchernobyl. Est-ce que c'est vraiment une énergie renouvelable? Et est-ce que c'est pas une fausse solution et que tout le monde se voile la face en réalité? À nouveau, il y a quand même pas mal de non-dits. J'ai voulu aborder un tout petit peu la question tout à l'heure en montrant une photo d'un site d'exploitation de gaz de schiste au moment où on le construit. Et on voit que le territoire est complètement mité. On a dû construire des routes, on a dû faire du forage, etc. Et j'ai simplement dit que ne vous méprenez pas. Un site de construction d'éoliennes, au moment de la construction, c'est comme un site de construction d'exploitation de gaz de schiste, c'est pareil. Vous avez autant de perturbations de l'environnement dans un cas que de l'autre. À ça, vous rajoutez, souvenez de ce que vous venez de dire. Vous auriez pu rajouter, par exemple, aussi le fait que la boîte de vitesse d'une éolienne est une boîte de vitesse qui tourne en permanence et dans laquelle vous avez 150 litres d'huile d'origine pétrolière qu'il s'agit de renouveler assez régulièrement. Donc il y a des tas de facteurs dont on ne parle pas beaucoup et qu'il s'agit de prendre en compte. Malgré tout, quand on regarde sur la longue durée, une éolienne est un édifice énergétique quand même très robuste. Ça peut marcher sans trop d'entretien, à part la vidange de l'huile de temps en temps, ça peut marcher pendant très longtemps. Donc je pense que sur la durée, malgré tout, malgré les réserves qu'on peut avoir
ce que vous venez de dire, ça reste une piste à utiliser sans aucun doute. Le problème des terres rares, à nouveau, il y a de la recherche à faire. La terre rare, à l'heure actuelle, du point de vue magnétisme, c'est la solution, alors j'allais dire la solution de facilité. Mais vous avez des laboratoires qui travaillent sur les matériaux organiques, les matériaux magnétiques organiques. Donc on arrive à faire des molécules organiques avec un atome de métal par-ci par-là, qui ont des propriétés mécaniques, alors pas aussi intéressantes que celles des terres rares, mais quand même qui sont en progrès. Donc pourquoi pas, gardons espoir. La recherche sera sans doute capable un jour de produire des matériaux de synthèse d'origine organique qui ont des propriétés mécaniques comparables à celles des terres rares. J'en suis persuadé. Alors, ce qui est rigolo dans l'affaire, c'est que tout ce qui est organique, ça vient d'où? Ça vient de la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est un dispositif magique qui utilise les deux molécules essentielles de la vie, qui sont H2O et CO2. C'est avec H2O et CO2 qu'on fait tout ce qui est vivant et tout ce qui est organique sur Terre. Donc la boucle serait bouclée. Donc, avec un peu d'imagination et beaucoup de recherche, on doit pouvoir y arriver. Bonjour. Je me demande si à l'avenir, en termes d'urbanisme, il est plus intéressant d'optimiser les villes et les grosses métropoles qui existent déjà, ou plutôt de créer des villes nouvelles en termes de logement, de gestion de l'énergie et des ressources. Alors, en tout cas, du point de vue bâtiment, la question se pose. Pour ne pas les nommer, il y a à Paris un cabinet d'architectes, LaSalle et Associés, qui défend avec une conviction admirable l'idée que ces barres de HLM des années 50, il ne faut pas les détruire, il faut les aménager. On doit arriver en gardant la même structure, on arrive à faire des choses qui sont fantastiques à habiter à l'heure actuelle. Donc, votre idée, c'est un peu de dire la même chose du point de vue des villes, plutôt que de raser les quartiers et de commencer à construire autre chose, ou carrément de construire une ville nouvelle comme ça peut se faire dans certains pays, étendons. Oui. Sauf que, j'avais prévu d'en parler, mais ça aurait été infiniment trop long, il y a des choses malgré tout qu'on ne peut pas changer. Alors, ce à quoi je pense, c'est qu'un étudiant d'Harvard, c'est un étudiant en master qui a découvert ça, son nom c'est Jake Sofsky, il s'intéressait à ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, le fait que le centre des villes est 1, 2, 3, parfois jusqu'à 10 degrés plus chaud que la périphérie. La question que plein de gens se posent, c'est d'où vient cet écart? Comment l'expliquer? Et Jake Sofsky s'est intéressé en particulier aux différentes températures nocturnes, parce que c'est là que c'est le plus pénible. Si la nuit redevient fraîche, vous dormez bien, vous oubliez les heures difficiles de la journée. Mais si vous dormez mal, ça s'empire et ça va de mal en pis. Et ce qu'il a observé, c'est qu'il y a une corrélation, mais avec un taux de corrélation de 98%, 99%, entre les paramètres texturaux de la ville et cet effet de chaleur urbain. Autrement dit, il y a le paramètre essentiel, c'est vous êtes sur un bâtiment qui emmagasine la chaleur pendant la journée et vous regardez autour de vous vos premiers voisins et vous regardez quel est l'angle ouvert entre deux voisins. C'est cet angle ouvert qui vous permet d'évacuer les thermiques que vous avez utilisés, emmagasinés pendant la journée. Et là, il y a une corrélation magnifique entre l'ouverture, l'angle ouvert et l'effet de chaleur. Plus l'angle ouvert est grand, moins l'effet de chaleur urbain est important. Alors ça veut dire qu'une fois qu'on a construit une ville, on est avec cette ville-là, avec sa texture, on en est pour un bon moment. Et on est coincé. On peut bien sûr améliorer les choses en plantant plus d'arbres, en végétalisant les toits, végétalisant les façades,
Mais le facteur essentiel, ça a été la manière dont on a disposé des bâtiments dans la ville. Donc il y a des choses avec lesquelles il faut vivre, qu'on peut modifier à la marge, et puis d'autres qui sont complètement nouvelles. Par exemple, le tracé de la circulation. La mairie peut à n'importe quel moment tracer des voies de bus, interdire des sens interdits, etc. Donc il y a des choses souples, modulables et d'autres pas. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse tout faire avec une ville existante. On doit malheureusement assumer, dans certains cas, la manière dont elle a été construite. On entendait parler depuis plusieurs années, éventuellement, d'architectes, ou même au niveau des énergies, de commencer à développer plus sur la mer. Par exemple, on voit des architectes qui commencent à faire des dessins de villes marines qui, par exemple, flotteraient. Et on voit de plus en plus des centrales, par exemple, qui utilisent l'énergie des vagues, les courants marins, tout ça, qui sont de plus en plus en développement. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une voie qui, sur le long terme, ou même qui finalement dans quelques dizaines d'années, serait vraiment abordable? Ou est-ce que vous pensez que ça reste juste un rêve et que c'est plus pour justement voir pousser l'imagination? Alors, du point de vue strictement génie civil, ils ont de grandes infrastructures, notamment de production d'énergie, notamment les hydroliennes. Donc, utiliser les courants marins pour produire l'électricité, non, c'est absolument pas une idée farfelue. Ce sont des choses tout à fait réalistes. Les Japonais en particulier, qui n'ont pratiquement aucune ressource énergétique sur leur territoire, ont en revanche, probablement, si je me souviens bien, c'est le courant marin le plus puissant du globe, qui passe pas très loin d'eux. Alors pour eux, l'énergie hydrolienne, ils misent plus sur l'énergie hydrolienne que sur l'énergie des vagues. Mais pour eux, c'est sans aucun doute quelque chose qui n'est pas du tout une utopie, c'est quelque chose de très réaliste. Alors habiter sur la mer, ceux qui habitent Brest vous diront sûrement qu'il y a plein d'avantages, hein, parce que quand nous on suffoquait avec 35 degrés ici, eux ils en étaient à 23 degrés parce que Brest c'est au milieu de l'océan. Et en hiver c'est pareil, alors que nous on peut grelotter, eux ils ont une température tempérée. Donc habiter sur la mer, ça peut avoir des avantages. Il y a des architectes comme, je suis pas sûr de son nom, c'est un architecte urbaniste, Vincent Calbot, qui a sorti un livre dans lequel on voit des villes complètement vertes, avec des gratte-ciels qui sont des gratte-ciels forêts. Certains gratte-ciels sont à moitié sur la mer, dont des gratte-ciels comme un iceberg, avec 8/9 sous l'eau, 1/9 au-dessus de l'eau. Est-ce que c'est... Là, vous me posez une colle, parce que... Est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Je pense qu'il y a deux questions à se poser. Premièrement, est-ce qu'on manque de surface sur la Terre? Deuxièmement, admettons que la question ne se pose pas, y a-t-il des raisons à faire d'habiter plutôt la mer que d'habiter sur la Terre? Dans l'état actuel des choses, à part être un passionné de voile ou d'histoire maritime, je pense que la plupart d'entre nous préféreraient habiter dans un environnement qui leur permet d'explorer plus facilement le reste de la planète, plutôt que d'être isolés sur une île artificielle qui serait cette île-là. À part des ouvrages qui décrivent de manière souvent purement artistique les choses, je ne pense pas qu'il y ait d'expérience réelle en cours à l'heure actuelle de ce type.